Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire du jour. Mon invité, c'est Jimena Diaz, la fondatrice de CalpaPay, qui veut redéfinir les services financiers et propose une deuxième carte de paiement qui donne du sens aux dépenses des donateurs. Dans notre Zoom, on parlera des enjeux de la conférence des Nations Unies sur l'océan avec Romain Troublé, le directeur général de la fondation Tara Océan. Il vient de publier un livre qui raconte son engagement. On va en parler aussi, évidemment. Et puis, dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez Elax Énergie qui rend nos chauffe-eau intelligents. 3 thèmes, 30 minutes pour les explorer. C'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est Jimena Diaz. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de CalpaPay, vous l'avez créé en 2022. Racontez-moi, quelle ambition, c'est quoi CalpaPay? Alors, CalpaPay est une app qui a comme objectif de permettre aux gens d'avoir une deuxième carte de paiement pour leur faciliter les dons aux associations. Alors, je m'explique. En fait, c'est une application que vous pouvez télécharger sur Google Play, Google Play ou Apple Store et qui nous permet donc de faire des dons à chaque fois qu'on fait un paiement avec cette carte. Ouais. L'objectif étant de répondre à un certain nombre de constats que j'ai faits dans les 20 années d'engagement associatif et dans les 20 années de travail auprès de la FinTech. Mais c'est surtout sur les associations, j'ai remarqué qu'elles ont beaucoup de mal à lever des fonds et surtout à lever des fonds de façon régulière et à avoir des donateurs qui vont donner tous les mois. Ouais. En parallèle, on voit des donateurs qui, eux, ont besoin de se rendre la vie facile au niveau des dons, qui commencent à avoir l'habitude de donner régulièrement, mais qui cherchent des solutions qui simplifient la vie. Mais alors, comment ça marche avec cette carte de paiement? C'est quoi? C'est une partie des dons c'est n'importe quel achat, on est bien d'accord? Absolument. Donc, c'est une carte de paiement Mastercard classique que vous pouvez utiliser dans tous les magasins en ligne, en France, à l'étranger. Et en fait, ce qui est intéressant, ce qu'on a voulu donner, c'est le choix aux donateurs, c'est-à-dire que vous allez choisir les associations à qui vous allez donner, à qui vous allez faire des dons, et vous allez définir aussi le montant des dons. Donc c'est un pourcentage du prix du produit que vous avez acheté. Exactement. Par exemple, vous pouvez définir 1%, 2%, et donc à chaque fois que vous achetez, dans la limite des 5 € par achat, pour permettre de ne pas avoir pour les gros montants et les gros achats, des pourcentages trop élevés. Et donc, du coup, à chaque fois que vous achetez, vous allez remplir une cagnotte qui, à la fin du mois, va être répartie de façon égale sur 1, 2, 3 associations, 5 que vous avez choisies. Pourquoi ce levier-là d'une carte bancaire, il est potentiellement efficace pour booster la philanthropie en France ? Alors, les cartes de paiement, l'intérêt, en fait, c'est que les gens cherchent à digitaliser les dons de plus en plus. Et l'intérêt d'une carte de paiement, c'est, numéro 1, de permettre d'avoir accès à l'intégralité des magasins. Aujourd'hui, quand vous voulez faire des dons, vous allez vous retrouver avec à faire un don dans un cas spécifique, une crise, etc., et donc à faire un don digital. Mais donc, pour répondre à un besoin en particulier, vous allez être sollicité dans la rue, vous allez potentiellement donc faire un arrondi en caisse. Donc il y a plein de moyens, mais ce que nous on a voulu aider à faire, c'est de réussir à redonner le choix aux donateurs et surtout en fait leur permettre de le faire dans chaque magasin, à chaque fois qu'ils payent. Et sur le choix des associations, c'est chaque mois je peux changer d'association ou alors on s'engage pour une durée longue? Non, vous pouvez changer, vous vous engagez sur un mois, c'est-à-dire que quand vous faites un changement, il ne s'appliquera que le mois suivant. Mais vous pouvez changer d'association. L'avantage pour les associations, c'est la fidélisation, c'est l'élargissement du spectre des donateurs potentiels, c'est quoi? Oui, absolument. En fait, aujourd'hui, ce que les associations voient, et c'est sorti dans un certain nombre de rapports, c'est qu'il y a une réduction des
des aides. Il y a une réduction des subventions. 42% des associations voient une réduction des subventions et 62% d'entre elles ont des difficultés de financement. Donc elles cherchent à élargir leurs moyens de se financer. Et le nerf de la guerre pour les associations est quand même le don régulier, le don tous les mois, puisque quand elles font des événements, elles vont avoir un certain nombre de dons lors de cet événement, mais elles ne savent pas si l'année suivante, si au prochain événement, elles auront la même quantité de dons. Là, l'objectif, c'est de leur donner un petit peu de visibilité sur le long terme au niveau des finances pour qu'elles puissent elles-mêmes investir dans du recrutement et un certain nombre de choses qui sont importantes pour leur objet social. Bien sûr. Est-ce qu'on a une fiscalité en France plutôt favorable aux dons ? Oui, quand on regarde au niveau européen, la fiscalité en France est plutôt assez favorable. Elle se rapproche des pays anglo-saxons. Vous avez des pays dans lesquels on peut atteindre que 10% du revenu. En France, on peut aller jusqu'à 20% du revenu. Ça peut être fait sur une année ou sur plusieurs années si jamais vous n'avez pas utilisé la majorité. Et puis 66% de réduction pour un don est quand même un pourcentage assez élevé. Vous vous occupez des reçus fiscaux ou ce sont les associations qui les envoient ? Non, c'est justement, l'idée de cette application, c'est de pouvoir tout centraliser. Donc on centralise aussi les reçus fiscaux de toutes les associations. Donc à la fin de l'année, vous allez avoir tous vos reçus fiscaux, ce qui est quand même pratique parce que quand on se retrouve au mois de mai, au moment de la déclaration, et qu'on cherche les dons... Dernière question sur Calpapay. C'est une entreprise, votre modèle économique, c'est quoi ? Alors, c'est effectivement donc une entreprise, une SAS, et en fait, notre modèle économique, il est double. D'un côté, le compte de paiement a un abonnement, puisqu'il y a une carte de paiement associée. D'accord. Et du côté des associations, nous avons décidé de ne pas avoir de frais fixes, parce que c'est très dur à accepter et à faire fonctionner. Mais surtout, en fait, on va avoir une commission s'il y a des dons. D'accord. Je voudrais qu'on termine, il nous reste 2 minutes 30 pour parler des métiers numériques, de la féminisation des métiers numériques. Vous avez, été, et vous êtes engagé depuis longtemps pour l'égalité des genres, vous avez occupé un poste au sein d'ONU Femmes France. Je propose un chiffre, en 2023, c'est l'INSEE qui nous dit ça, en France, les femmes occupent 24% des emplois dans les professions numériques. Dans votre métier, dans votre expérience auprès des entreprises de la tech, vous avez vécu ça, j'imagine. Absolument, absolument. Déjà, j'ai été directrice générale de PayPal et à l'époque, nous n'étions que 2 femmes directrices générales de PayPal au monde. Donc, j'avais une équipe assez presque diverse, 100%, mais 100% masculine, quasiment. Mais il y avait énormément, on avait beaucoup de difficultés à recruter. Donc ça se voit comment, d'un côté, il y a beaucoup de difficultés à recruter des femmes et surtout à les faire évoluer. Donc, il y a effectivement, c'est un challenge. C'est la raison pour laquelle je me suis engagée auprès des Nations Unies pour l'égalité des genres, parce que au niveau des nouvelles technologies, on a encore beaucoup de choses à faire. Ne serait-ce qu'en démarrant par la quantité de femmes qui sont dans les écoles d'ingénieurs, et tout ça se répercute tout au long de leur carrière. Si vous aviez un levier à activer, ce serait lequel ? C'est d'abord l'éducation, ça commence dès l'école, le collège, le lycée ? Oui, absolument. Je pense que ça commence dès le plus jeune âge. J'ai une fille de 10 ans qui code depuis 4-5 ans. Encourager les filles à aller vers les métiers de mathématiques, de techno, et ensuite ne pas les freiner dans leur élan. Et pour les entreprises, il y a un vrai rôle dans les recrutements, à se poser la question, donc recruter des femmes. La première employée de Calpapay est une femme dev, engagée. Donc ça, c'est important d'avoir un rôle, de regarder. Mon principe chez PayPal a été toujours, par exemple, de dire « Ok, j'ai besoin d'avoir
idéalement 30 à 40% de CV de femmes, et ensuite que ça soit bien évidemment les compétences qui sont prises en considération, mais d'avoir autant ou plus de femmes dans les candidats. Déjà que parmi les candidats, il y ait presque autant de candidates, quoi. Merci beaucoup Jimena Diaz et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre Zoom, les enjeux de la conférence des Nations Unies sur l'océan. La conférence des Nations Unies sur l'océan se tient à Nice, c'est au mois de juin prochain. On en parle avec Romain Troublé. Bonjour Romain Troublé, directeur général de la Fondation Tara Océan. Et vous publiez ce livre, Aujourd'hui l'océan, parcours d'un engagement, aux éditions Stock. On en parlera aussi pendant cet entretien. C'est la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. On pourrait dire seulement la 3e, d'une certaine façon. C'est seulement la 3e, et encore, la première était en catimini à New York en 2017. La 2e était le lendemain du Covid, donc en fait tout le monde était content de se retrouver, mais il n'y avait aucun plan, aucune stratégie. C'est la première qui est un peu préparée par par 2 États, le Costa Rica en l'occurrence et la France. Et on espère qu'on va avancer sur plusieurs sujets d'ailleurs lors de cette conférence. Alors on peut peut-être démarrer par le constat qui est évident pour vous, je pense pour une bonne partie de nos téléspectateurs et téléspectatrices, mais pourquoi la défense de l'océan, elle est à ce point cruciale, centrale même dans les enjeux de réchauffement climatique? L'océan, c'est 70% de la planète, donc c'est une zone immense, la surface du globe. C'est aussi un écosystème qui nous fait vivre beaucoup d'entre nous, les protéines, les poissons, la pêche évidemment, mais aussi c'est un formidable poumon, la planète. Il stocke du carbone, il produit de l'oxygène, il a stocké beaucoup de chaleur. S'il n'y avait pas d'océan, il ferait 34 degrés de moyenne sur la planète au lieu de 15 aujourd'hui. On ne serait plus là. Donc en fait, l'océan, c'est un peu notre radeau de sauvetage. Il faut le préserver. Et dans ce rôle de poumon ou de puits de carbone, il souffre en ce moment? C'est-à-dire qu'il a plus de mal à cause du réchauffement? Oui, la température de l'eau est le principal perturbateur de l'écosystème marin. Et le moins on contrôle cette température, le plus on endommage cet écosystème, son efficacité à faire ce qu'il fait, et son efficacité à nous protéger finalement. Donc l'enjeu de ces conférences de l'ONU sur l'océan, c'est que la question de l'océan, elle est forcément globale. Il n'y a qu'un seul océan. Et donc, pour l'adresser... J'allais vous poser la question, parce qu'on dit souvent les océans, mais en fait c'est un écosystème gigantesque. Quoi, oui, pour un poisson, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière. Donc il peut aller du pôle Nord au pôle Sud, en Antarctique, il n'y a pas de problème. Et donc, il faut, pour le préserver, il faut le faire ensemble. Et l'ONU est là pour ça, avec ses défauts. Et puis ses avantages, on est tous là autour de la table, mais en même temps, on n'est pas tous d'accord. Qu'est-ce que vous attendez de cette conférence? Des engagements contraignant, et le mot contraignant évidemment prend toute son importance. Alors c'est une conférence, c'est un processus de négociation de l'ONU qui n'est pas contraignant. Donc en fait c'est que du bon vouloir des États. Et qu'est-ce qu'on attend de cette conférence? Aujourd'hui, l'ONU, l'enjeu de l'océan, il est fragmenté en à peu près 18 agences qui traitent du transport maritime, de la pêche, de différents usages de l'océan finalement. Et il y a très peu de vision globale. Et cette conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice, elle a pour ambition d'essayer de mettre tous ces enjeux de façon globale, en même temps. Pas facile à faire. Mais moi, ce que j'attends de Nice, c'est qu'il y a des consortiums, il y a des coalitions de pays qui s'engagent sur un sujet majeur pour, par exemple, le transport maritime, la décarbonation du transport maritime, comment on fait demain. Et que ces groupes de pays, au sein de l'agence en question, à l'ONU, portent une ambition bien plus élevée que celle qui est aujourd'hui en place. Et évidemment, pour d'autres ambitions, sur le plastique, par exemple, le traité plastique international, qui a pour ambition de limiter la pollution plastique mondiale, notamment de l'océan, eh ben celui-là emmène aussi une coalition de pays qui sont d'accord pour être beaucoup plus ambitieux sur la réduction du plastique, la pollution plastique. Sur la méthode, je trouve ça intéressant parce que c'est pas le grand accord signé par 190 pays. Attention, on va être déçu. Oui, voilà. En revanche, avoir thématique par thématique, peut-être des pays un peu qui s'engagent et qui donc vont peut-être donner envie aux autres d'y aller aussi. C'est ça l'idée? Vous savez, à l'ONU, il y a 195 pays qui négocient. Il suffit qu'il y en ait 15, 20, 30 qui portent une ambition un peu forte pour que l'ONU adresse le sujet, en parle, et cette ambition soit discutée au niveau international. Donc ça commence par ça. Ça commence par un groupe de pays, des champions, si on peut dire, qui portent une ambition et qui veulent essayer de convaincre
leurs voisins de les suivre. Alors il y a plein de thématiques, vous en avez évoqué quelques-unes, par exemple les aires marines protégées, on peut rappeler ce que c'est, et puis alors, il y a une polémique, est-ce qu'elles sont vraiment protégées? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? La plus forte des thématiques, c'est la ratification de cet accord de l'ONU sur la haute mer. Ouais. Ça, c'est une protection de la haute mer demain. Ouais. C'est le plus gros objectif. Alors, on en reparle juste après, vous nous parlez des aires marines tout de suite. Et les aires marines protégées, aujourd'hui, on a décidé tous ensemble, il y a deux ans et demi, en Colombie, de protéger 30% de la biodiversité mondiale. 30% des espaces mondiaux. À terre, en mer. 30%, c'est beaucoup. Et donc, protéger de quoi? Protéger comment? C'est toute la question aujourd'hui. Il y a dans le monde entier des aires marines protégées qui sont très efficaces, qui marchent très bien. Il y en a qu'on gère même en France, dans les Kerguelen, aux îles de l'océan Indien. Vous savez, on pêche là-bas et on pêche très très bien. La légine, qui est un poisson qui vaut très cher, et ça marche très très bien. Et il y a d'autres endroits dans le monde où une aire marine protégée, dedans ou dehors, il n'y a aucune différence. On ne voit pas la différence. Non, de traitement. Ouais. Et donc, comment améliorer cette protection? C'est l'enjeu aussi des discussions qui ont lieu à Nice. Mais par exemple, dans une aire marine protégée, on est censé ne pas pêcher au chalut de grand fond, là, celui qui détruit le... Dans une aire marine protégée, on n'est pas censé ne pas détruire l'écosystème ou détruire les habitats. Bon. On est censé pouvoir laisser l'écosystème se régénérer pour que, autour de cette aire marine protégée, la pêche puisse continuer et les pêcheurs puissent en vivre, et puis nous tous et tous, y compris les filières qui sont derrière la pêche, qu'à terre il y en a beaucoup, et notamment en Bretagne. Donc c'est ça le sujet des aires marines protégées. Alors, on parle beaucoup du chalut, parce que le chalut, effectivement, dans notre imaginaire cognitif, il détruit tous les fonds. Oui. Bon, ben, le chalut, il ne s'agit pas d'arrêter le chalut... de façon binaire, en fait. Il y a des endroits où le chalut est très bien. Et dans d'autres endroits où le chalut, il faut l'arrêter. Donc c'est un peu dans cette nuance qui est aujourd'hui très compliquée. Hein, la nuance, c'est quand même un défi aujourd'hui dans notre société. Et savoir un peu prendre la réalité en compte. Évidemment, améliorer bien fortement ce qu'on fait en France, notamment. Protéger véritablement des zones protégées pour que celles-ci permettent à l'écosystème de se régénérer. Moi, j'ai tendance à dire, je pense que si on arrêtait la pêche du janvier à mars, au moment où tous les poissons se reproduisent, eh ben, le pêcheur se reposerait, il pourrait réparer ses bateaux et l'écosystème pourrait se régénérer. Je pense que c'est un des... Si on devait prendre une décision majeure aujourd'hui sur la pêche en France, c'est d'arrêter la pêche entre janvier et mars et de laisser l'écosystème se reproduire. Avec un plan de soutien des pêcheurs qui vont perdre 2 ou 3 mois de chiffre d'affaires. Avec un plan de soutien. Aujourd'hui, on leur demande d'arrêter la pêche dans le golfe de Gascogne pendant quelques semaines. Sauf que pendant ces semaines-là, ils n'ont pas le droit de travailler sur leur bateau. C'est interdit. Ils doivent attendre au port et attendre que ça passe. Donc, je pense qu'on peut être plus malin là-dessus. Bon. Alors, cet enjeu de la haute mer, de quoi il s'agit? L'enjeu de la haute mer, aujourd'hui, j'ai dit, des 3/4 du globe, c'est de l'océan. Et en fait, quand on regarde sur cette planète, la moitié de la planète, c'est de la zone de haute mer. C'est-à-dire qu'on n'est pas en France, on n'est pas en Amérique, on est chez personne, en fait. On est chez tout le monde. C'est une zone de commune, en fait, de gestion. Et donc, on peut faire n'importe quoi? Oui, en tout cas, on ne peut pas faire n'importe quoi dans les fonds marins, jusqu'à peu de temps encore. Depuis que Trump a commencé à dire qu'il allait faire n'importe quoi dans les fonds marins, avant ça, il y avait une convention qui est toujours en place, qui va se battre pour défendre son mandat. Et puis, en cette haute mer, la colonne d'eau entre le fond et la surface, il n'y avait rien de décidé, jusqu'à il y a ce traité qui a été signé il y a 1 an et demi maintenant. Et 60 États doivent le ratifier, je crois qu'on est autour de 20 ou 30 aujourd'hui, pour qu'il rentre en vigueur. Et cette zone de haute mer, elle est importante parce que c'est là que se font beaucoup des échanges avec l'atmosphère, c'est là que se font beaucoup de captage du carbone, c'est 30% c'est 50% de la planète dont on parle là. Et comment on protège ça? Comment on garantit que cet espace va continuer à faire ce qu'il fait et le faire bien pour nous tous et toutes? C'est un peu l'enjeu de ce traité. Et là aussi, il peut y avoir un groupe de pays champions ou pionniers en quelque sorte? Oui, là, il y a beaucoup de pays. La France. Parce que c'est compliqué parce qu'on est dans une zone où le droit de chaque pays ne s'applique pas. Donc, oui, mais il y a un traité qui est là pour essayer d'expliquer qu'on doit faire l'étude d'impact avant de faire des activités en haute mer. C'est un peu basique quand même, hein. Il y a un enjeu de partage des bénéfices aussi, des ressources génétiques, vous savez, ces organismes marins que Tara connaît très bien. Ce sont des gènes, des molécules qui sont peut-être actives pour la pharmacopée ou
pour l'industrie, et ben cette ressource-là qui est en haute mer, elle doit être partagée avec les pays qui n'ont pas les moyens d'y aller. Nous, en France, on peut y aller. Une vingtaine de pays dans le monde peuvent aller et prélever ces ressources et étudier ces ressources et en tirer des bénéfices. Mais les autres pays n'ont pas les moyens. Et donc, comment on partage ces bénéfices ? C'est tout le sujet de ce traité aussi. Ouais. Vous parliez des déclarations de Donald Trump récentes, effectivement, sur l'hypothèse d'une exploitation des ressources minières de ces fonds marins. C'est quand même technologiquement et financièrement très très compliqué. Donc est-ce qu'on ne surévalue pas le risque quand même ? C'est de la provocation classique. Ces minerais en haute mer, au fond de la mer, à 3000, 4000 mètres de profondeur, si on commence à aller les prélever avec des machines qui excavent, on va détruire l'écosystème autour. Et cet écosystème-là, on ne le connaît pas très bien. Il y a beaucoup de gènes, justement, j'en parlais à l'instant, et des molécules qui sont potentiellement intéressantes pour nous toutes et tous. Mais par contre, ces minerais, c'est à nous de choisir aussi. Ces minerais, comment on autorise ces minerais à être débarqués dans les ports pour être transférés vers les supply chains. Est-ce que ces minerais, on accepte qu'ils viennent dans nos produits qu'on achète ? En fait, à la fin, c'est quand même une question de société. Qu'est-ce qu'on veut pour demain ? Moi, je pense que c'est pas du tout rentable, qu'ils vont mettre des capex là-dedans et ils vont tout perdre. Ouais. Mais il y a une entreprise dans le monde, un fou furieux en fait, qui décide d'aller exploiter ces trucs-là. Vous publiez ce livre aujourd'hui, L'Océan, parcours d'un engagement chez Stock. La mer, évidemment, c'est le fil rouge de votre vie. C'est quoi le premier souvenir océanique ? Le premier souvenir océanique, c'est sur les pontons avec mon père qui a fait les Jeux Olympiques, qui a couru pour la France plusieurs fois. Et c'est ça, mes premiers souvenirs. Ou alors à Antibes, à la plage de la Garoupe, où je suis né à Antibes, en fait. Et c'est là que ça a commencé. Mais ce bouquin, il est plus sur l'engagement et sur en fait, le dire qu'on peut s'engager à tout âge, en fait. Moi, je me suis engagé pour la mer. J'y suis arrivé dans la mer par l'aventure, par le sport. J'ai fait 2 fois la Coupe d'Amérique, j'étais athlète de haut niveau et tout. C'était l'aventure, quoi. Et puis, il n'y avait pas encore la notion d'engagement, ou alors c'était en fond d'écran, quoi. Et puis c'est à 31 ans, quand je suis devenu père de mes enfants, que j'ai commencé à réaliser que, en fait, ils vont vivre jusqu'en 2100. 2100, c'est tout notre horizon climatique dont on parle tout le temps. Et ça, c'est ça qui m'a fait que je me suis engagé pour la mer, pour le protéger à fond. Et c'est arrivé à 31 ans, donc on ne n'est pas engagé pour la mer ou pour beaucoup de choses, on le devient, et je pense qu'il faut être ouvert à ça. Est-ce que vous êtes optimiste malgré le backlash, le retour en arrière, ce climat un peu général de vent contraire ? C'est sûr que depuis 2015, l'accord de Paris, on recule sur beaucoup de choses. On est allé peut-être un peu trop vite, c'est donc que les gens réagissent, la société réagit à cette vitesse-là. Je suis optimiste parce que, déjà, je suis optimiste je suis construit comme ça, je suis ouvert à moitié plein. Parfois, ça joue des tours, mais en tout cas... sur cet océan, je pense qu'il n'y a qu'à voir comment on réagit. Vous lâchez la pression sur un morceau d'océan, une zone d'océan. En l'espace de 1 an, 2 ans, 3 ans, l'écosystème se régénère et repart, et redémarre en fait. Donc vous lâchez la pêche sur les poissons, en très peu de temps, vous allez retrouver à nouveau les récits des vieux pêcheurs que j'ai rencontrés à Etel sur Tara il y a quelques jours. Qui te disent que moi, dans le temps, on pêchait des morues comme ça, des trucs énormes, qu'il n'y a plus aujourd'hui. Donc, c'est possible de revenir en arrière, il n'y a pas de problème. Soyons optimistes, on est bien d'accord. Merci Romain Troublé, votre livre « Aujourd'hui l'océan, parcours d'un engagement » est donc publié chez Stock. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Je vous présente mon invité Thomas Tirtiot. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur d'Elax Énergie, créé en 2021. Avec quelle idée, racontez-moi? Alors, l'idée, elle était assez simple, c'est qu'on a remarqué que les chauffe-eau, qui sont en profusion en France, plus de 15 millions de chauffe-eau, surconsommaient. Et l'idée première, c'était de les faire consommer au moment où on produisait l'électricité chez soi, en autoconsommation. Et après, on a réalisé en fait, qu'ils surconsommaient, donc il y avait un énorme gisement d'économie d'énergie. Et donc, on a développé un boîtier pour à la fois réduire leur consommation et faire en sorte de faire consommer tous ces chauffe-eau quand il y a une surproduction d'énergie renouvelable. D'accord. Alors ce boîtier, on l'installe où? Et est-ce que vous vous adressez prioritairement
aux particuliers ou alors aux bailleurs qui vont peut-être avoir beaucoup plus de chauffe-eau et d'économies potentielles à faire? Alors, c'est vrai qu'on a commencé. Donc, c'est un petit boîtier qu'on met sur le chauffe-eau électrique. Oui, tout simplement. Ouais. Et en fait, on a commencé à travailler avec les bailleurs sociaux. D'accord. Pourquoi les bailleurs sociaux? Parce qu'il y a 6 millions de logements sociaux en France, donc c'est énorme. Et pour nous, c'était un moyen à la fois d'avoir un plus gros impact social pour faire des économies d'énergie pour des gens qu'on avait vraiment besoin, et aussi un moyen d'industrialiser la production du boîtier. Parce que le boîtier, il est fabriqué en Bretagne. Et pour ça, il faut avoir un certain volume de commandes. D'où les bailleurs sociaux. Est-ce que c'est, pardon, une question de béotien, mais il y a de l'innovation là-dedans, de la recherche et développement. Comment vous en êtes arrivé à proposer ce boîtier finalement à vos clients? En fait, il y a 3-4 ans, il y a une nouvelle technologie de télécommunication qui est arrivée. D'accord. Qui permet, vous avez peut-être connu le Sigfox, qui permettait de remonter de la donnée il y a quelques années, qui est un réseau qui est un peu mort. Maintenant, il y a un nouveau réseau qui s'appelle le LTEM, qui permet en fait de faire monter et descendre des informations pour un assez bas coût. Et du coup, ce qui nous a permis aujourd'hui, nous, de piloter un peu plus de 29 000 chauffe-eau à un très bas coût, et donc de proposer en fait des services qui n'étaient pas possibles il y a 4-5 ans. Et donc l'idée, c'était un peu de mettre tout ça dans un boîtier, de le rendre industrialisable pour équiper des chauffe-eau, et après de connecter ça au réseau électrique. Et là, il y a pas mal d'intelligence, d'algorithmie, de logiciels que du coup, nous, on a mis en place. En plus du coup de cette arrivée technologique, on était un peu au bon endroit au bon moment. Avec alors il y a les gains financiers, il y a les gains évidemment de carbone, quoi, tout simplement. Donc vous l'avez modélisé, ça, j'imagine. Qu'est-ce qu'on réussit à économiser grâce à vous? Alors le boîtier, il permet de réduire de 25% la consommation du chauffe-eau. Ensuite, il va permettre, parce qu'on chauffe un peu moins le chauffe-eau, il va calcariser moins vite. Et comme il calcarise moins vite, il vit plus longtemps. Donc en général 4 ans en moyenne, et après on va pouvoir vraiment se rendre compte un peu de son état et du coup le changer au bon moment, si on voit qu'il est calcarisé ou s'il surconsomme. Et c'est un peu pour toutes ces raisons-là que les bailleurs sociaux aujourd'hui prennent cette solution pour l'équiper sur leur parc. Pour un particulier, c'est intéressant aussi? Alors oui, c'est intéressant. Aujourd'hui, nous, on cherche des partenaires en fait, pour travailler avec les particuliers. On travaille que avec les bailleurs sociaux aujourd'hui. Là, on a 29 000 logements équipés et on doit en équiper encore 40 000 là, dans les... Donc ce business model, on va dire qu'il fonctionne, il avance. Mais aujourd'hui, on ne sait pas faire du B2B2C, enfin du B2C. Donc on cherche aujourd'hui des partenaires pour aller vers les particuliers. Oui, qui pourraient promouvoir finalement l'usage de ce boîtier auprès de leurs clients. Il y a un enjeu plus général qui est la décarbonation du secteur du logement. C'est aussi pour ça que vous avez créé Elax Énergie? Il y a un double enjeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre crise énergétique, il y a l'enjeu de moins consommer, mais surtout de consommer au bon moment. À savoir quand il y aura une surabondance d'énergie renouvelable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en avril, il y a eu un record. En fait, on a dû arrêter la production d'EPV et d'éolien parce qu'on avait trop d'énergie. Et donc demain, le vrai enjeu, c'est la flexibilité et donc de faire consommer les appareils au moment où on a cette surabondance d'énergie. Donc notre enjeu, c'est à la fois de consommer moins, mais surtout d'utiliser les chauffe-eau. Ça représente 4 à 5% de la consommation française. Tout secteur confondu, de les faire consommer justement au moment où il y a ce surplus d'énergie solaire et éolien. Oui, donc c'est un avantage pour le réseau électrique aussi. Mais clairement. Ce qui s'est passé la semaine dernière en Espagne et au Portugal, ça montre bien, alors c'est pas la raison, mais la limite, ou en tout cas à quel point le réseau est un peu poussé à ses limites aujourd'hui, et à quel point en fait il a besoin d'aide et de flexibilité, notamment par les chauffe-eau, c'est un des moyens, et demain les batteries des voitures électriques par exemple. Merci beaucoup Thomas Tirtiot et bon vent à Elax Énergie. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À Be Smart for Change, je vous dis à demain. Salut.